Rebonjour les quatrièmes, donc deuxième capsule sur Napoléon, parce que il le mérite bien, hein. C'est quand même un personnage sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, donc j'ai préféré fractionner. Donc là, je vais me concentrer vraiment sur le grand B, donc grandeur puis chute de l'Empire. Je vais quand même faire une petite précision que j'ai oublié de faire dans la première partie, c'est la différence entre coup d'État et révolution. C'est une question que m'avait posée, ou en tout cas un sujet qu'avait abordé Pablo notamment, dans un cours plus ancien. Donc ça me donne l'occasion de clarifier les choses. Un coup d'État, c'est pas la même chose qu'une révolution. Pourquoi? Parce qu'un coup d'État, ça concerne peu de gens. Peu de gens participent à un coup d'État parce que la réussite du coup d'État, elle repose essentiellement sur le secret. Donc ça veut dire qu'il y a peu de gens qui sont impliqués. Et puis surtout, ce sont des gens qui généralement occupent déjà des fonctions assez importantes au plus haut niveau de l'État. Donc ça se passe en coulisses, ça se passe dans les hautes sphères. Donc en ce sens, c'est différent d'une révolution parce qu'une révolution, elle associe le peuple à un coup de force politique, ce qui n'est pas le cas ici. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que Napoléon, lui, va bénéficier du soutien du peuple, c'est-à-dire qu'une fois qu'il aura réalisé son coup d'État, il va consulter le peuple pour savoir si une majorité de ce peuple le suit, et il se trouve que Napoléon, pendant très longtemps, va bénéficier du soutien de la majorité de la population, y compris quand il s'agira de mettre en place un régime assez autoritaire. Parce que le peuple français donc est prêt à renoncer à un certain nombre de libertés à partir du moment où ça lui garantit un minimum de stabilité et de sécurité. Alors Napoléon, donc, devenu Napoléon Ier à partir de 1804, donc met en place un vrai empire qui va tenir véritablement jusqu'en 1814, même s'il y aura une tentative de comeback en 1815. Vous avez eu l'occasion, ou vous aurez l'occasion de travailler donc sur la fiche d'activité sur une carte qui montre la situation de l'Empire napoléonien en 1811-1812. Donc ça va vous permettre de prendre vraiment conscience de la sphère d'influence de la France napoléonienne sur une grande partie du reste de l'Europe à cette époque-là. Donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Sachez quand même que pendant toute cette période, Napoléon va continuer d'affronter plusieurs coalitions européennes, c'est-à-dire donc un rassemblement de plusieurs nations étrangères qui sont obligées de se liguer contre lui pour essayer de le déstabiliser, mais dans la plupart des cas, ce sont les troupes napoléoniennes qui parviendront à s'imposer. Il existe un certain nombre de monuments ou de lieux très emblématiques, notamment à Paris, qui font référence à ça. Je pense notamment à la fameuse gare d'Austerlitz, par exemple. Je pense à l'Arc de Triomphe également. C'est pas les exemples qui manquent. Ce qu'on peut ajouter, c'est que pour renforcer son autorité, Napoléon va placer la plupart de ses frères et sœurs à la tête des grands royaumes européens, en particulier ceux qui ne sont pas directement intégrés dans le territoire français en tant que département français. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que donc Napoléon, en fait, il est un petit peu ambivalent. C'est pour ça qu'il est à la fois adoré et détesté depuis toujours. C'est un personnage assez baroque, parce qu'il a toujours balancé entre autoritarisme et égalitarisme. Alors je vais commencer par l'aspect égalitariste, et revenir donc sur ce qui est un prolongement de la Révolution. On l'a dit, Napoléon c'est un enfant de la Révolution, et il va en exporter un certain nombre d'idées dans les pays conquis ou annexés. C'est particulièrement vrai avec le fameux Code civil, qui est encore d'ailleurs aujourd'hui la base du droit civil français. Le Code civil donc, qui va être mis en place dans beaucoup de territoires conquis, et qui va valoir à Napoléon une certaine reconnaissance, parce que même si Napoléon est très autoritaire, et même si l'occupation militaire française dans ces pays-là est forcément pas très bien vécue, les peuples concernés constatent quand même qu'avec le Code civil, ils bénéficient de quelque chose qui est totalement nouveau pour eux, c'est l'égalité devant la loi. La plupart de ces pays étaient restés sur l'ancien régime, donc dans un système où il y avait notamment les droits seigneuriaux. Avec la mise en place du Code civil, il n'y a plus que des citoyens qui sont tous égaux devant la loi. Et ça donne quand même une certaine popularité, entre guillemets, hein, à Napoléon, à tel point d'ailleurs que même après la fin de la période napoléonienne, même après la fin de l'occupation de ces territoires par les troupes napoléoniennes, beaucoup de ces territoires vont conserver le Code civil. Ce qu'on peut ajouter, c'est que Napoléon va
signé avec le pape ce qu'on appelle un concordat, qui est un accord spécial passé entre l'État et l'Église. L'objectif pour Napoléon, c'est de pacifier les relations avec l'Église qui étaient très très violentes depuis près de 10 ans. Napoléon, qui n'est pas particulièrement quelqu'un de très porté sur la religion, mais qui est par contre conscient que la majorité des Français sont quand même encore attachés ou relativement attachés au culte catholique. Donc, à partir du moment où Napoléon peut contrôler le culte catholique, il en autorise le libre exercice, mais il faut bien se mettre d'accord sur le fait que le pape, comme les membres du haut clergé français, n'ont pas intérêt à remettre en question l'autorité de Napoléon, sinon le deal ne fonctionne plus. Ce qu'on peut enfin ajouter, et ça c'est l'aspect donc le plus négatif dans la période napoléonienne, donc c'est la dimension autoritariste. Évidemment, Napoléon n'est pas un démocrate, vous l'avez compris. Il part du principe que l'égalité devant la loi, certes, à travers le Code civil, elle existe bel et bien, mais pas pour lui, évidemment. Lui, c'est quasiment un demi-dieu. Donc, Napoléon ne partagera jamais le pouvoir. Cet autoritarisme va lui valoir, que ce soit en France ou dans les pays occupés, une très grande impopularité, particulièrement en Espagne, où la répression de l'opposition va être très brutale, très violente. Ça sera notamment l'occasion pour le peintre Goya de réaliser un tableau très célèbre, 13 de Mayo, qui est généralement très utilisé par mes collègues professeurs d'espagnol. Il est même possible que vous soyez amené à y travailler dans les prochaines semaines. Mais ce qui va surtout donc précipiter la chute de l'Empire napoléonien, c'est une très grave erreur stratégique qui a été d'attaquer la Russie en 1814, enfin en 1812-1814, pardon. Cette campagne de Russie va provoquer donc un pur désastre, au point que même les troupes françaises donc, vont être décimées, et surtout que le territoire français va être occupé par les armées étrangères. La grosse erreur qu'a commise Napoléon à ce niveau, c'est d'avoir sous-estimé l'adversaire. Il n'est pas le premier à avoir commis cette erreur face à la Russie, il ne sera pas le dernier non plus, Hitler commettra la même au XXe siècle. Donc à la suite de cette campagne de Russie désastreuse, donc en 1814, Napoléon est obligé d'abdiquer, c'est-à-dire qu'il renonce sous la contrainte à son statut d'empereur, et il est même exilé de force sur une petite île en Méditerranée, qui est l'île d'Elbe, dont il va s'échapper en 1815 pour réaliser un comeback. On peut appeler ça comme ça, qui va durer à peu près 3 mois, d'où l'expression épisode des 100 jours, où là il bénéficie d'un ralliement de la population et de ses anciennes troupes, qui est quasiment inespéré, presque par enchantement, il arrive à reconstituer une armée avec laquelle donc il va affronter une ultime coalition européenne à Waterloo en 1815. Ça va être une défaite pour les armées françaises, et à la suite de cette défaite, donc Napoléon est définitivement mis hors jeu, et là les autres puissances européennes décident d'employer les grands moyens et de l'exiler cette fois-ci à Sainte-Hélène, donc au fin fond de l'Atlantique, où il va mourir seul en 1841. Donc voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel concernant donc ce personnage donc très célèbre et hors du commun qui est Napoléon. Donc je rappelle que vous avez donc une fiche d'activité que vous pouvez compléter avant ou après la vidéo, ça c'est vous qui voyez, et je vous ferai parvenir une fiche de correction dans les prochains jours. Une fois qu'on aura terminé ce travail-là, on pourra considérer que la séquence sur la Révolution et l'Empire est définitivement terminée, et on va donc pouvoir passer à une nouvelle séquence qui sera la Révolution industrielle au XIXe siècle en Europe. Bon courage les 4e et à très bientôt.